Bonjour chers compatriotes sénégalais du Sénégal comme de la diaspora. C'est votre compatriote Mohamedou Nourou Sall qui a le plaisir et l'honneur de vous retrouver pour échanger avec vous des problèmes qui assaillent notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école au vu des résultats, des statistiques sur les résultats des examens qui ont eu lieu dans ce pays. Mais avant cela, je préfère d'abord faire une remarque concernant l'anxio-écologie, qui est un terme auquel maintenant les psychiatres se doivent de s'être habitués. Parce qu'il y a eu une étude qui a été faite par l'Université de Bath en Angleterre sur 10 pays concernant 10 000 enfants et adolescents, 10 000 enfants compris, qui ont des âges compris entre 15 et 25 ans. Ils leur ont posé des questions sur le climat. Tout ce qui est relatif à ce climat. Mais ce qu'on constate, c'est que 45% de ces adolescents ont dit que, en fait, eux, ils risquent de ne même pas avoir une famille, de ne pas songer à concevoir de famille, tellement ils ont constaté que les adultes qui gèrent, surtout, qui prennent des décisions économiques, ont ignoré les problèmes fondamentaux et cruciaux et vitaux auxquels font face notre chère planète Terre. On n'en a pas deux, monsieur. On n'en a qu'une seule, cette planète Terre. Ben, 60% d'entre eux disent que pour eux, la planète est condamnée. Ils sont victimes, beaucoup d'entre eux disent qu'ils sont victimes maintenant de l'anxio-écologie. De l'éco, si vous voulez, de l'éco-anxiété. Autrement dit, l'écologie a créé, la situation écologique actuelle mondiale a créé un sentiment d'anxiété à leur niveau. Et que donc, c'est des gens qui ont des troubles relatifs à cette éco-anxiété. Bien sûr, parce que ils ont raison, on ne peut pas dire qu'ils ont tort. Ils ont, bien sûr, raison, puisque les États-Unis, qui ont même un envoyé spécial sur le climat, ne sont pas empêchés d'accorder des licences pour l'exploration de pétrole au niveau du golfe de Mexique cette année. Et même l'Angleterre qui doit accueillir le COP26, je crois que c'est à Glasgow, ne s'est pas privée pour attribuer, elle aussi, des permis de forêt et d'explorer au niveau de la mer du Nord. L'Angleterre même a permis à beaucoup de mines de charbon de pouvoir fonctionner pour satisfaire aux besoins énergétiques, etc. de l'Angleterre. Donc, au vu de tout ce qui se passe, ils ont dit que les applaudissements nourris que l'Assemblée générale des Nations Unies a fait montre à Greta Thunberg et même les participants au sommet de Davos là, tous ces applaudissements nourris ne sont que des applaudissements d'hypocrites. C'est des applaudissements qui leur coûtent rien, le fait d'applaudir quelqu'un qui semble avoir... Eux, c'est pas ce qui leur soucie. C'est pas leur souci. Une étude de la BBC et de l'Institut sur le changement environnemental, ici, je crois, de l'Université d'Oxford, a montré que depuis 1980, la canicule a plus que doublé. Maintenant, le nombre de jours où on a des températures qui dépassent 50 degrés a plus que doublé. Avant, dans les années 80, ou en début des années 80, c'était seulement au nord de l'Afrique, en Afrique du Nord, ou bien en Arabie, ou bien en Inde qu'on voyait ces canicules. Mais actuellement, ça s'est pratiquement généralisé à travers la planète. Et, au vu de cela, et quand on voit que les États-Unis ont accordé des permis d'explorer cette année, alors qu'ils ont un envoyé sur le climat, alors que même tiré à boulet rouge sur la Chine, en disant que la Chine doit faire davantage d'efforts pour se conformer aux recommandations de l'ICC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Mais ces États-Unis même ne croient même pas à cela. Ce qu'ils disent en haut et ce qu'ils font en bas sont diamétralement opposés.
L'Angleterre, pareil, qui doit accueillir le COP26, a déjà donné des permis d'explorer et même une autorisation pour que des mines de charbon fonctionnent. Bref, ce qui fait que la planète ne fait que souffrir les jours de sécheresse. Le nombre de sécheresses augmente à travers toute la planète et la canicule augmente à travers toute la planète aussi, pratiquement. Et pour l'instant, il n'y a rien à faire parce que les autorités qui dirigent ne peuvent rien faire. Mais maintenant, pour en revenir à notre chère école sénégalaise, mal fortunée qui, comme notre école, est rongée par la putréfiante indifférence dont font montre nos autorités. Des chiffres. On vous donnera des statistiques et on commentera après. 155 000 candidats au bac, 37% d'entre eux ont réussi. Autrement dit, plus de 6 candidats au bac sur 4. Plus de 6 candidats au bac sur 10 ont échoué. Et parmi ces 155 000 candidats, il n'y a que 26 000 qui étaient des candidats qui faisaient des séries scientifiques ou techniques. 26 000, autrement dit, le sixième. Le sixième. Autrement dit, un candidat sur 6 était originaire de séries scientifiques. C'est comme ça. La politique qu'on va faire pour développer un pays. Le développement d'un pays se fait à travers la littérature. Ça ne se fait pas à travers la science. On n'a pas besoin de techniciens en agronomie, d'ingénieurs en agronomie, d'ingénieurs en recherche aussi, concernant les sélections et les améliorations de souches. On ne veut pas former des gens aussi, des chimistes, qui au niveau, par exemple, des recherches comme l'ITA, vont apporter le plus par rapport à la production agricole. Non. Apparemment, ce n'est pas l'objectif de notre État, mais pas ça. Parce que c'est les statistiques que nous nous sommes promis de fournir d'abord. Les commentaires viendront plus tard. Et donc, c'est 6 candidats au bac sur 10 ont réussi au bac. Et le bac, ce n'est pas un concours, ce n'est pas un concours, c'est un examen. Un examen qui porte sur des sujets qui ont été vus par les élèves en classe. Du moins, qui ont été censés avoir été vus par les élèves en classe. Bon, ne faisons pas une conclusion très hâtive en disant que c'est les élèves qui sont nuls. Le niveau ne suit plus chez les élèves. Le niveau ne suit plus chez les élèves. Ce serait une conclusion hâtive. Une conclusion qui dirait, par exemple, la lumière blanche n'est que blanche. Alors que les gens qui font science savent que la lumière blanche, c'est un concours de lumière de différentes couleurs. Bon, bref, continuons. Ce serait faire une interprétation fausse que de dire que c'est les élèves qui manquent de niveau. Parce que les élèves ne sont que victimes dans un système éducatif où il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et qui font que le niveau ne suit pas chez les élèves. Ben, même, on peut dire que le niveau aussi, puisque les élèves sont les enseignants de demain, et puisque les enseignants d'aujourd'hui étaient des élèves, ça veut dire aussi que, certainement, on dira aussi que les enseignants n'ont pas de niveau. Ça peut se discuter comme ça peut ne pas se discuter pour ce qui est des enseignants. Mais toujours est-il que ces statistiques font froid. Parce que quand on n'a que 6 élèves sur 10 qui réussissent le bac, qui est un examen, qui n'est pas un concours, c'est gravissime. Allons voir ce que disent les statistiques pour ce qui est du BFM. Ce qu'elles disent, ces statistiques, pour ce qui est du BFM, c'est qu'il y a eu 52%, autour de 52% d'élèves qui ont réussi au BFM. Autrement dit, si l'on veut parler plus simplement, 5 élèves sur 10 n'ont pas réussi au BFM. Qui est aussi un examen comme le bac, qui est un examen. 50% des élèves, la moitié des élèves n'ont pas réussi donc au BFM. Et donc ici, on va aussi éviter de faire des conclusions hâtives comme tout à l'heure en disant que c'est les élèves qui n'ont plus de niveau. Certes, cela dénote un manque de niveau chez les élèves, mais qui n'est qu'une conséquence. Ce n'est pas la cause. Ne confondons pas les symptômes d'un mal et le diagnostic de la maladie qui a causé ces symptômes. Plusieurs mots différents pour avoir de mêmes symptômes, ça les médecins le savent bien sûr mieux que moi. Mais je veux que les Sénégalais évitent de confondre symptômes
est la cause de ces symptômes, le mal. Parce qu'ici, c'est le mal qui nous intéresse, ce n'est pas les symptômes. La conséquence de ce qui s'est fait dans notre système éducatif depuis des années, c'est que les élèves n'ont plus de niveau. Mais à qui cette faute? À qui cette faute? Si on se rend compte que pour 3 millions, enfin, le Sénégal au niveau des écoles primaires, le nombre d'écoles primaires qu'il y a ici, avec les écoles privées dedans, c'est 10 000 à peu près 100 élèves qui sont 10 100 écoles plutôt primaires qui sont réparties à travers tout le territoire sénégalais. Donc autour de 650 élèves par école, plutôt par primaire par région. Au niveau du moyen, on a dans les 1500 CM. Au niveau du moyen à travers tout le Sénégal. Tout le Sénégal, à peu près à moins 10 CM par région. Plutôt, excusez-moi, 1500 CM, ça fait 100 CM par région, puisqu'on en a 15 régions. Bah. Et pour les lycées, l'effectif est encore moins important. Je n'ai pas retenu le chiffre en tête, mais c'est beaucoup moins important encore que les CM. Mais bref. Votre interlocuteur d'aujourd'hui, c'est un enseignant. Moi, je suis un enseignant. Je sais qu'en commençant à enseigner en 1996, lorsque j'ai commencé à enseigner, j'avais une classe de 6e, par exemple, il y avait 42 élèves. Actuellement, les 4 classes de 6e, les effectifs, du moins dans la ville de Thiès, tournent autour de 90 élèves. J'ai connu cela, j'ai vu cela. Et ce n'est pas en me fondant sur les statistiques de l'État là, qui parlent de 40 élèves en moins par classe. C'est du n'importe quoi. Ces statistiques sont toujours manipulées, maquillées pour donner l'impression de se soucier de l'école, alors que c'est faux. Mais ce qui est triste, c'est que dans ce Sénégal, le système éducatif est en train de plonger davantage dans les sables, de plus en plus dans les sables mouvants de la décrépitude et de la putréfaction. Et bien sûr, ceux qui en sont responsables, autant pour moi. Mais ce n'est pas les élèves. Les victimes ne peuvent pas être les causes ou bien les responsables de leur sort. Non. L'école sénégalaise souffre d'un mal qui remonte à plusieurs années, depuis les années 70. L'État, depuis longtemps, s'est privé des écoles de formation. Et on ne peut pas former des élèves tant qu'on n'a pas d'école de formation. C'est une pure utopie que de vouloir dire qu'on peut former des élèves, voyez, en prenant des gens qui ont leur bac ou leur diplôme universitaire, en faisant, avec des vacataires, on leur donne des élèves à former, alors qu'ils n'ont fait aucune formation. Ou bien à l'école primaire aussi en confiant à des instituteurs qui n'ont pas fait de formation, ou bien qui ont fait une année de formation. On leur confie des élèves. Comme si l'enseignement, ce n'est rien. C'est une perte d'argent, en quelque sorte. Eh bien, je sais bien qu'il y a beaucoup de ministres sans envergure qui sont dans l'état que font partie du gouvernement de Macky Sall, qui disent que l'école sénégalaise coûte cher. Je dis, l'école sénégalaise coûte cher. C'est ce que ces ministres nous disent tout le temps. Et ils ne disent pas quel est le budget du Sénégal comparativement à d'autres pays qui sont, je ne parle même pas des pays européens, mais qui sont dans la région africaine. Combien le Sénégal investit en éducation? Le Sénégal n'investit pratiquement rien dans l'éducation. J'en veux pour problème la ville de Thiès où je me trouve, dans laquelle je suis né, où j'enseigne. Mais dans la ville de Thiès, toutes les écoles qui sont là sont des écoles qui sont là depuis plus de 50, 60 ans. C'est des écoles qui ont été construites par les colons, pas par le pouvoir actuel. Bien sûr, il y a quelques autres écoles qui ont été construites, mais par des aides américaines, par le biais d'aides américaines ou japonaises. Ou bien par la Banque islamique. Ou bien par le duché de Luxembourg. Ce qui est le cas pour le lycée technique de Thiès. Mais sinon, l'État ne se soucie pas d'investir dans l'éducation. Et pourtant, ils disent tout le temps que oui, l'éducation nous coûte cher. L'éducation nous coûte cher. Mais, une information, chers camarades, chers compatriotes. L'ensemble des enseignants, l'ensemble du budget des salaires au niveau de l'éducation nationale, c'est 361 milliards. Et les salaires, leur budget global dans ce pays, c'est 931 milliards de francs CFA. L'État ne vous dira jamais ça. Que donc, les enseignants, c'est moins du tiers du salaire de tous ceux qui travaillent pour l'État. Alors que les enseignants, c'est
Au niveau de l'école primaire, je dis, hein, primaire, moyen, secondaire, les enseignants ne font à peine 135 000. Ils sont beaucoup plus nombreux et leur salaire est beaucoup plus bas. Puisque les 2/3 des 931 milliards là, c'est consacré au salaire d'autres individus, mais pas des enseignants. Bref. Donc pour vous dire que ces ministres sans envergure qui ne cessent de dire que l'éducation nationale coûte cher, ils n'ont qu'à s'occuper du prix de l'avion présidentiel, alors que le président rapporte rien au pays. L'avion pour lequel ils ont encore dépensé 60 milliards cette année. Ils n'ont qu'à nous parler plutôt du coût du yacht de complaisance qu'ils ont payé aussi pour les services de sa majesté, de son excellence, etc., son excellence ici. Pendant que nous n'avons pas d'école, pendant que nous n'avons pas des instituts, nous avons des instituts qui se font payer 100 000 francs par mois. C'est ça l'école. L'école, les enseignants, les instituteurs reçoivent rien comme formation, comme salaire. Comparé à d'autres qui sont là, qui n'ont rien faire, qui sont dans les impôts et domaines ou ailleurs, à la douane ou ailleurs, qui se font grassement payer, alors qu'il ne faut aucun travail comparable à celui qu'avaient les instituteurs et les enseignants dans leur classe. Et ils ont la prétention inexplicable et impertinente de parler de la cherté de l'éducation nationale, alors que l'éducation nationale même ne coûte rien à l'État. Ça ne coûte pas cher. Parlons aussi de la formation. Mais la formation est une obligation pour quelqu'un qui veut enseigner. On ne peut pas donner à des enseignants, livrer un enseignant à une foule d'élèves alors qu'il n'a suivi aucune formation préalable. C'est insensé, ça n'a aucun sens. Et donc ces enseignants vont à l'aventure avec des élèves, alors que l'enseignement, ce n'est pas de l'aventure, c'est de la science. Il y a de la pédagogie et il y a des connaissances. Il y a des connaissances en ce qu'on enseigne, il y a des connaissances aussi en pédagogie. Les deux, il les faut pour pouvoir tenir une classe. Et ce n'est plus le cas au Sénégal depuis longtemps. Beaucoup d'enseignants ont vu leur niveau formé dégringoler terriblement parce que le niveau de l'enseignement des enseignants a dégringolé terriblement au Sénégal parce qu'il n'y a plus de formation. Les écoles de formation ont été torpillées par les institutions de Bretton Woods qui parlaient de mieux d'État, moins d'État. Là où les enseignants, les instituteurs subissent 4 ans de formation maintenant, c'est quelques mois de formation, du moins s'ils ont la chance de recevoir une formation, c'est quelques 3 mois de formation, ensuite on les livre aux élèves. Ils sont livrés aux élèves. C'est normal que les aptitudes pédagogiques n'étant pas là, et les connaissances cognitives, les sciences cognitives n'étant pas là, c'est normal que ces derniers-là, avec leurs élèves, trouvent d'énormes difficultés. Et trouvant d'énormes difficultés pour former ces élèves-là, c'est normal que le niveau des élèves aussi dégringole en conséquence. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt que les élèves ne sont que des victimes. Ils ne sont pas la cause de leur baisse de niveau drastique, de leur baisse dramatique de niveau. S'ils sont mal formés, mais ils auront moins de connaissances et l'un entraînant l'autre, mais aux examens, les résultats seront pitoyables. Et c'est ce qu'on connaît au Sénégal depuis des années, des résultats pitoyables. Et malgré tout, ça ne suscite pas l'émoi des autorités. Des gens comme nous vont parler et la caravane de l'État, la caravane des ministres de l'État va sur son chemin. Mais la formation est essentielle. Vous ne pouvez pas avoir un pays qui se respecte et qui fait de l'enseignement où les enseignants ne sont plus formés. Les professeurs aussi doivent se faire former. Ils avaient une école pour ça, pour l'école normale supérieure. Mais cette école normale supérieure, avec les différents gouvernements qui ont été là, a été tellement charcuté. Son budget est plus que dérisoire. La formation là-bas aussi est devenue pratiquement pitoyable. Et finalement, les professeurs même qui sortent ont un niveau comparé à une génération ou 2 générations avant, un niveau qui est extrêmement pitoyable. Donc, si l'on veut parler d'école, de bonne école, il faut investir là où il faut investir. Les enseignants ne sont pas des génies pour pouvoir, sans recevoir une formation, prodiguer des connaissances. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un problème réglé depuis longtemps par tous les pédagogues européens, américains, etc., asiatiques. Que la formation pédagogique et la formation sont des piliers fondamentaux, incontournables et cruciaux
pour qu'on ait confiance aux enseignants à qui on a confié nos élèves, nos enfants. Et ensuite, cela dit aussi, le nombre d'élèves par classe, c'est ahurissant. Là où un instituteur avait dans les temps 40 cahiers de devoirs à corriger dans les temps, maintenant il en a combien? Le double à corriger. On lui prend davantage de temps, lui, l'instituteur, dans le travail pédagogique qu'il fait à la maison. Et on dit que oui, non, ils doivent s'y habituer, ça c'est rien. Soyons sérieux. Le temps, c'est l'une des valeurs par rapport auquel, par exemple, tout se calcule. Si on abat un travail dans une entreprise, c'est par rapport au temps qu'on est payé. Si on abat du travail et si ailleurs, même dans l'administration, c'est par rapport au temps qu'on effectue, qu'on est payé. Mais si un enseignant qui voit le nombre d'heures qu'il consacre à la correction des devoirs, la préparation de ces leçons-là augmente, et sans que la rémunération aille de même, soit de même, et au contraire qu'il se rend compte que sa rémunération a baissé, alors qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui paraissent dans leur bureau, qui perçoivent 10 fois plus que par mois, mais il y a de quoi aussi générer un certain sentiment de je m'en foutisme au niveau de ces enseignants. Donc qui ne chercheront plus à faire le travail comme ils auraient dû le faire. Parce que, étant pris par un sentiment d'injustice à leur égard. Donc soyons sérieux. L'État n'a qu'à investir dans le truc. Et puis, l'État a emprunté 10 000 milliards de francs CFA. Et l'État nous oblige à payer cet argent, alors que nous n'avons même pas vu la couleur de cet argent. Cet argent, c'est eux qui achètent des avions avec, des yachts avec, etc., qui voyagent avec, qui changent leur garde-robe quotidiennement avec. Et maintenant, c'est nous les Sénégalais qui n'avons même pas vu la couleur de cet argent qui devons rembourser ces sous-là. On augmente le prix de tous les produits alimentaires. Parce qu'ils n'ont pas de choix, il faut qu'ils augmentent les prix de produits alimentaires, sinon ils ne pourraient pas rembourser cette dette. Avant, quand on va rembourser cette dette dans un pays où il n'y a même pas de subsidiarien, mais en taxant sauvagement les prix des denrées alimentaires. Ça, on en avait parlé l'autre fois. On avait dit ici que c'est une évidence. Que le Sénégal qui a du gaz, du pétrole, etc., l'électricité est plus chère au Sénégal qu'au Mali. Elle est plus chère au Sénégal. Le gaz est plus cher au Sénégal qu'il ne l'est au Mali encore que les Maliens font passer leur gaz, transiter leur gaz par le Sénégal, etc., etc. C'est des injustices incommensurables que l'État du Sénégal fait subir aux populations sénégalaises et sans aucune raison. Parce que c'est eux qui sont partis s'endetter sans demander l'avis des Sénégalais. Lorsqu'ils sont endettés, ils ont investi dans des projets qui ne s'y est pas, que les Sénégalais n'avaient pas apprécié. Le pôle Diamniadio en est une illustration. Parce que pour le pôle Diamniadio même, les géologues sénégalais avaient dit que ce n'est pas possible de construire là-bas parce qu'il y a beaucoup d'argile. Et l'argile, tout le monde sait que l'argile, ça a une forte rétention de chaleur. Ça lâche la chaleur immédiatement plusieurs fois dans la journée. Et ça fait fissurer, craqueler des murs. Ils s'en foutaient parce qu'il leur fallait quelque part où mettre l'argent, une partie de l'argent pour donner l'illusion aux Sénégalais qu'ils ont investi quelque part. Chers Sénégalais, le pays est le nôtre. L'école, un pays pour qu'il se développe doit avoir une bonne école. Et surtout une école où il y a des formations scientifiques. Mais ils disent l'école est chère. Dans les laboratoires, là, des écoles et des lycées, des CM et des lycées, il n'y a même pas de microscope. Il n'y a même pas ni ampèremètre, ni voltmètre, ni ohmmètre, ni dynamomètre, rien du tout. Et les produits chimiques là, pour faire des réactions chimiques, il n'y en a pas. Les élèves font des cours théoriquement. Et c'est théoriquement faisant des cours qui devaient se faire par la pratique, par des réactions chimiques, et c'est comme ça qu'on forme les chercheurs, parce que la science c'est une formation pratique, continue. Mais il n'y a ni voltmètre, ni ampèremètre, ni microscope, ni rien de ces produits chimiques là. Et on veut produire des scientifiques sortent de ces trucs. C'est pas possible. C'est du mensonge, du vol, que de pouvoir croire que l'enseignement général, tel qu'il se fait actuellement même, avec des lycées sans microscope, sans rien, sans aucun matériel, ni électronique, ni physique, ni en chimie, qu'on pourrait avoir de bons résultats en sciences, ce n'est pas possible non plus. Quand on n'investit pas dans l'école, quand on préfère investir dans des avions présidentiels, 60 milliards, et en disant que non, il le faut au chef de l'État parce qu'il est fatigué, les élèves qui n'ont rien de ce qu'ils doivent avoir dans leur laboratoire, ils n'ont qu'à prendre leur mal en patience.
C'est ce qu'on demande aux élèves. Alors que des investissements devaient être là. C'est ce qui se fait dans les autres établissements. Et donc, chers Sénégalais, on n'a pas d'école et l'école doit changer. Plutôt que nous donner des statistiques qu'ils nous donnent là tout le temps, qui sont mensongères, concernant le nombre d'élèves par classe, etc. Ils n'ont qu'à sortir l'argent pour investir comme il le faut dans l'école. S'ils ne peuvent pas augmenter le salaire non plus des enseignants, il faut qu'ils diminuent les salaires des autres. Parce qu'il faut qu'il y ait une équité salariale. Sinon, il ne peut pas y avoir d'école. Sans équité salariale, il ne peut pas y avoir d'école. L'enseignant qui a fait sa maîtrise, qui a fait ses 2 ans de formation, il ne peut pas comprendre que lui ait étudié les sciences, par exemple, etc., qu'il soit fatigué, que quelqu'un qui a eu son bac, qui devient un travail des impôts et domaines, et 10 fois plus que son salaire, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas faire que l'école avance non plus dans notre pays. C'est impossible, c'est des choses, c'est comme si on demandait à un individu dans sa bouche de mettre le feu et l'eau en même temps. Alors qu'il n'a qu'une seule bouche. C'est pas possible. Si les salaires ne sont pas homogènes, équitables, l'école aussi en pâtira. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions et qu'on tienne des discours hypocrites. Les discours hypocrites, on en a assez dans ce pays-là, hypocrites, où les gens ne font que de dire des discours d'hypocrites du matin au soir, là, sans essayer d'analyser les choses au fond. Donc voilà, chers compatriotes, pourquoi je vous ai dit, n'enfonçons pas le clou, autant pour moi, en condamnant les élèves en disant que leur niveau est faiblissime. Mais en fait, c'est un problème où vous avez vu avec nous qu'il y a plusieurs facettes, où il y a plusieurs mots qui ont conjugué leur effort pour donner le mal qui est notre école. Et si on ne change pas de sitôt, notre école est morte. Je crois même déjà qu'elle l'est. Chers compatriotes, au revoir.